Les glaciers reculent, les déserts s'étendent. Partout dans le monde, le mouvement s'est dramatiquement amplifié ces 50 dernières années. La Chine est menacée. Ces déserts anciens, apparus il y a longtemps dans le nord du pays, continuent de s'accroître. De nouveaux sont en formation. Les zones arides et semi-arides couvrent désormais la moitié du pays. Elles gagnent sur les terres arables et habitées qui, dans leur voisinage, se réduisent dramatiquement. J'ai vu un mur de sable très haut qui s'approchait de moi. D'après les recherches, les poussières de sable qui ont atteint Pékin en 2010 ont dépassé 1 300 000 tonnes. Les barrières végétales naturelles qui se dressent aux confins des déserts ne sont ni assez nombreuses ni assez puissantes pour retenir le sable. Les végétaux manquent d'eau et dépérissent. L'eau est importante pour lutter contre la désertification. Nous tirons dans les nuages pour ajouter de la pluie artificielle dans les zones arides. Une armée de 32 000 faiseurs de pluie se bat chaque jour sur le front. On bâtit une muraille verte, aussi longue que la Grande Muraille de Chine, pour faire barrage à l'ennemi. La Chine est en guerre contre le dragon jaune, qui menace de dévorer le pays. À chaque printemps, la capitale chinoise et sa région sont noyées durant des jours entiers dans un brouillard orange. 270 millions de personnes suffoquent. Le docteur Wu Jianwei surveille ces tempêtes depuis le Centre national de surveillance des déserts, qui est connecté aux satellites d'observation et aux stations au sol. Les poussières de sable viennent principalement des terres qui ont été détruites pour 4 raisons. Leur surexploitation, leur déboisement, leur manque d'eau et leur défrichage par les animaux d'élevage. De 2001 à 2006, Pékin a été touché à plusieurs reprises par les tempêtes de sable. Rien qu'en 2006, en une année, nous en avons subi 14. En examinant les poussières qui régulièrement s'abattent sur Pékin, les scientifiques ont constaté qu'elles proviennent de déserts qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de la ville. Les déserts occupent un quart du territoire chinois, mais tous les déserts ne produisent pas des poussières de sable. Celles-ci proviennent de quelques zones bien spécifiques. Les sables proviennent principalement de 2 zones, du nord des déserts de la Mongolie et de la province chinoise de Mongolie intérieure. De l'ouest, des déserts de Badinjayan et de Tengger, proches de la ville de Langshu. Nous avons installé 39 stations de contrôle pour surveiller les tempêtes de sable. Par exemple, celles de Langshu et de Minchi. Lanzhou, la capitale provinciale du Gansu, était une étape importante sur la route de la soie. La ville se trouve à 150 km de l'oasis de Minchin. C'est une machine qui permet de capturer les grains de sable. Ouvre-la. Donne-moi la pince, s'il te plaît. Au-dessus, ce sont des grains qui font moins de 100 micromètres de diamètre. En dessous, ce sont des grains qui font moins de 10 microns de diamètre. Prends les filtres. Aujourd'hui, il fait très beau. Nous pouvons voir clairement le paysage au loin. Lorsqu'il y a une tempête de sable, le paysage est comme sur cette photo qui a été prise en 2013. Cette autre date de 2011. Et celle-ci, c'est une photo prise en 2009. Nous ne pouvions même pas voir le grand bâtiment juste en face pendant cette forte tempête de sable. On ne voyait plus les montagnes. Jusqu'en 2013, nous avions chaque année 5 fois des vents de sable violents et une tempête de sable. Les poussières de sable, récoltées depuis des années à la station de Langshu, sont stockées et classées selon leur granulométrie, leur nature.
On dresse ainsi une série de fiches d'identité. Ces sables dans ces pots sont tous différents en fonction des lieux d'où ils proviennent. Par exemple, ces sables de Minchin sont extrêmement fins. Ils sont très volatiles. Plus un désert est sec, plus son sable est mobile. Et plus il est mobile, plus il alimente la masse de poussière que les tempêtes emportent avec elles. Les zones de production de poussière nécessitent des mesures urgentes. La couleur violette montre l'importance de la mobilité des sables des déserts de Tengger et de Badan-Jayan autour de l'oasis de Minchin. Minchin est un des lieux stratégiques de la guerre contre le dragon jaune. Les vents se lèvent soudainement et sont extrêmement violents. L'oasis, où vivent 300 000 personnes, se trouve coincée entre deux grands déserts chinois. Celui de Badan-Jayan et celui de Tengger. L'oasis dresse entre les deux une barrière naturelle qui doit être préservée à tout prix. Si les immenses masses de sable de ces deux déserts venaient à se rejoindre, les flux de sable qui tombent sur Pékin augmenteraient sensiblement et la ville le paierait cher. Cette éventualité inquiète si fort les autorités chinoises qu'elles ont placé les deux déserts sous haute surveillance. Regarde le GPS, on s'approche? On y est presque, on n'est pas loin. Ok, continuons. Très bien. Ce que l'équipe recherche, avec un détecteur de métaux, c'est une balise. C'est ici, nous avons trouvé. Très bien, ok. La balise se résume à une plaque métallique déposée l'année précédente par l'équipe de Wang Bin et dont les coordonnées géographiques ont été enregistrées. La position GPS actuelle de la plaque permet d'évaluer la longueur et le sens de son déplacement depuis qu'elle a été posée. 50 mètres, ça y est. Ça y est. Ok. Nous voyons que les sables ont encore un peu avancé. Cette tour mesure l'avancée du sable. Ici, la vitesse du vent peut atteindre 20 mètres par seconde. Selon nos observations, menées pendant des années, 9,3 tonnes de sable arrivent annuellement sur cette tour de 50 mètres de haut et de 3 mètres de large. Les deux déserts de Tengger et de Badan-Jayan se sont formés autour de Minchi. Si nous arrêtons de nous battre contre eux, nous prenons le risque que ces deux déserts se rejoignent. À Minchi, le front de sable s'étire sur 408 km. Et il y a une cinquantaine de couloirs qui sont autant d'entrées dans lesquelles le sable s'engouffre. Le couloir de sable de la bouche du tigre est à une trentaine de kilomètres de la tour d'observation. C'est l'un des plus redoutables. Les vents qui viennent du désert de Badan-Jayan et ceux qui arrivent du désert de Tengger s'y croisent avec violence. Ils rendent l'endroit stérile et dangereux. Vous avez été dans une tempête de sable? Oui, il y a 1 an à peu près. J'étais en train de travailler dans les champs et tout d'un coup, j'ai vu un immense mur de sable qui venait sur moi. Le sable volait et je me suis retrouvé complètement aveuglé. Si vous aviez été à côté de moi, je ne vous aurais pas vu. Dans les provinces qui se trouvent sur des fronts de désert, le sable et la sécheresse ont contraint de nombreux villageois à prendre la fuite.
Dongzhong, un des villages de l'oasis de Minchin, est devenu un village fantôme. Les habitants ont pris le large. Seul le vieux Wei et sa femme s'accrochent encore à leur maison. Ici, c'était très vivant. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bétail comme des ânes, des chevaux, des chameaux, des vaches et des moutons. Wei n'a plus que quelques poules. Le premier puits se trouve à des kilomètres de chez lui. On a toujours manqué d'eau. Autrefois, on creusait des puits pour récupérer de l'eau. Le niveau a commencé à descendre. Et dans les années 90, il n'y a plus d'eau potable. L'agriculture intensive, avec ses impératifs de rendement dictés par le plan, a aggravé les choses. Toute l'oasis de Minchin a vite manqué d'eau. On a creusé près de 10 000 puits. En très peu de temps, ils sont venus à bout du lac Qintu, aujourd'hui totalement asséché. Une première dans l'histoire de la Chine. Il y a 200 ans, le lac Qingtou avait une superficie de 400 km². Il y avait des plantes dans l'eau. Les habitants pouvaient pêcher des poissons avec des bateaux. Mais à cause de l'accroissement de la population et de la surconsommation de l'eau pour l'agriculture, l'équilibre écologique a été détruit. Le lac s'est donc desséché et depuis 1959, il s'est transformé en dune de sable de 1 à 3 mètres de haut. Le gouvernement a interdit le forage de puits pour l'agriculture et a limité la consommation d'eau. Aujourd'hui, on utilise l'eau des grands réservoirs et l'eau de la pluie artificielle. Les gigantesques réservoirs qui alimentent les oasis sont alimentés de deux manières. Par le programme de pluie artificielle et le détournement de grands fleuves. L'ensemencement des nuages, qui fait tomber ce que les villageois appellent la pluie artificielle, atténue également la sécheresse. Le principe de la pluie artificielle consiste à envoyer des produits qui activent la condensation des nuages qui se situent dans une zone où la température varie entre -10 et -20 degrés. C'est la zone où la glace se transforme en eau. On doit augmenter la condensation dans cette zone pour provoquer la pluie. Pour envoyer ces produits dans les nuages, la Chine a d'abord eu recours à des matériels militaires recyclés, des avions, des canons et des lance-fusées. Nous avons commencé à mettre en application cette technique en 1958 pour fabriquer de la pluie dans la province de Jilin. Au début, les avions transportaient du sel pour augmenter la condensation dans les nuages. Ensuite, ils transportaient de l'azote liquide. Maintenant, nous privilégions plutôt de l'iodure d'argent, qui fonctionne mieux. Le 21 juillet 1958, un avion Tu-2 chargé de dizaines de kilogrammes de sel a décollé. C'était la première fois que notre pays employait la pluie artificielle. Nous avons fait une dizaine de tests. Même si certains ont échoué, d'autres ont réussi à humidifier la terre. Chan Li est responsable du programme pour la ville de Wuhui. À l'échelle nationale, le programme mobilise une véritable armée qui compte une trentaine d'avions, plus de 7000 canons et près de 5000 lance-fusées. Entre 2010 et 2014, nous avons déjà lancé plus de 600 fusées et environ 10 000 obus à Wuhui. Ce plan montre la distribution des dispositifs de pluie artificielle de la ville de Wuhui.
la préfecture de la province de Gansu. Aujourd'hui, nous avons 63 sites de travail dans cette région qui couvrent à peu près 6000 km². La zone rouge représente les sites de fusées. La zone bleue représente ceux des canons. Et la zone verte nous indique où se trouvent les réservoirs d'eau. On estime que plus de 300 milliards de tonnes de pluie ont ainsi été provoquées à l'échelle du pays. Cette technique ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Pour certains, l'augmentation des précipitations ne serait que de 20%. Quant à la question de la toxicité de l'iodure d'argent sur l'écosystème, elle est toujours posée. Vous êtes prêts? Oui, prêt. Allons-y. Au village de Donjon, le temps semble arrêté. Le vieux Oui se distrait comme il peut en regardant ses petits-enfants jouer avec les tubes des fusées, retombés après le dernier tir. Lorsqu'il n'y a pas de nuages, les pluies artificielles sont insuffisantes pour remplir les réservoirs. Et ce sont les fleuves qui viennent à la rescousse. En 2010, nous avons commencé à remplir le lac de Qingtou en utilisant l'eau des réservoirs. Nous avons aujourd'hui réussi à restaurer une partie du lac. Suite à cela, la couverture végétale et l'écosystème sont revenus. Les zones humides et les nappes phréatiques sont rétablies. Grâce à ce lac, nous espérons empêcher la fusion des deux déserts. La restauration du lac sera-t-elle suffisante pour assurer un avenir aux déplacés du désert, qui ont été relogés dans des villages modèles construits au centre de l'oasis? Bai Ruiben va bientôt aménager dans un nouveau village tout proche de la bouche du Tigre. On s'est battu des années contre les sables. Et voilà notre nouvelle maison. Tout le village va bientôt déménager ici. La maison est plus solide contre le sable. Et il y a l'électricité, l'eau. La vie est plus commode et agréable. Comme tous ses voisins, Bai Ruiben ne supportait plus de lutter quotidiennement contre ce sable envahissant qui lui gâchait la vie. Sur des centaines de kilomètres, une armée de paysans s'acharne à colmater la brèche de la bouche du Tigre. C'est par cette brèche que s'enfourne le sable qui menace de submerger l'oasis et de l'anéantir. Avant, on ne trouvait que du sable mobile, de partout. Ici, dans le désert de Badan Jayam, le sable se déplaçait vite et causait beaucoup de problèmes aux alentours. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette situation? Jadis, il y avait du sable mobile qui volait de partout. Nous avons commencé à lutter contre la désertification dès l'automne 2008. Nous avons mobilisé 1 millier de personnes pour fixer les sables. La première étape consiste à bien fixer le sable avec des carrés de paille avant de planter. À ce jour, nous avons planté des arbres sur une superficie de 6670 hectares. Vous avez travaillé ici 6 ans? Oui, depuis 2008. Vous avez bien réussi. Pour planter les arbres, le docteur Liu Chuzan a mis au point un nouveau filet en plastique pour bloquer le sable. Plus rapide à poser que les blocs de paille et très économique.
Ces filets empêchent vraiment le vent de déplacer le sable, comme on le voit au loin. Avec cette méthode, il n'y a plus de tempête de sable. Yangshu provient du désert de Qinshan. C'est une espèce d'arbre que nous avons valorisé à Minchi avec les techniques de notre institut. Dans le nord-est et le nord-ouest de la Chine, ils utilisent aussi notre technique pour les Yangshu. L'Institut des déserts du Kansu a expérimenté plus de 700 plantes différentes. Il a également retenu le suoso, qui pousse dans les déserts du Xinjiang, aux confins du Tibet. Très résistant, le suoso est en outre peu gourmand en eau, puisqu'il suffit de l'arroser lorsqu'on le plante. Les suoso grandissent comme ça, au bout de 3 ans. Les plantations de la bouche du tigre sont efficaces. Les tempêtes de sable qui accablent Pékin ont sensiblement diminué ces dernières années. Sur le front de l'Ouest, la bataille de Minchin est une première victoire. Pour gagner la guerre, un programme de reboisement lancé en 1978 s'est traduit par la plantation de 30 milliards d'arbres, soit l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne. Et il faudra encore plusieurs décennies d'efforts pour compléter la Grande Muraille verte qui doit protéger Pékin. Une seconde bataille est menée sur le front du Nord. C'est celle des poussières de sable du désert de Kupuchi, dans la province de Mongolie intérieure, qui frappe régulièrement la capitale. Les routes qui traversent le désert de Kupuchi sont souvent envahies par les sables. On y expérimente de nouvelles techniques de plantation. Grâce à cette solution, on ne prend qu'une dizaine de secondes pour planter un arbre à 2 personnes. Et en une journée, nous pouvons planter jusqu'à 1500 boutures. Dans le passé, on ne trouvait que du sable dans l'air. Lorsqu'il y avait du vent, on ne pouvait même pas ouvrir les yeux et on ne voyait pas sa route. Le désert de Kubuchi est celui qui influence le plus les tempêtes qui s'abattent sur Pékin. Avant, on en avait 70 à 80 par an. Aujourd'hui, après des années de travail, on n'en a plus que 3 à 5. Pékin souffre beaucoup moins. Autrefois, nous ne faisions que du travail physique, sans aide mécanique. Je ne savais pas comment planter les arbres. Souvent, je creusais un trou et le sable le remplissait aussitôt. En 2007-2008, on a appris à planter avec de l'eau sous pression. On l'a mis tout de suite en pratique et on a sauvé beaucoup plus d'arbres. Selon les chiffres officiels, cette nouvelle méthode assurait un taux de survie proche de 85%, contre 50% dans le passé. La barrière de jeunes arbres s'étire désormais sur des centaines de kilomètres. Grâce à elle, on a pu construire à travers le désert des routes qui ne sont plus ensevelies. Et M. Chang ne se lasse pas de regarder passer les voitures. La Grande Muraille verte est fragile, et seul le temps dira si elle est en mesure de résister à la pression du désert. Dans l'urgence des années 80, on a choisi les arbres pour leur capacité à vite grandir et également à absorber les gaz à effet de serre. Ainsi, les peupliers qui devaient vivre près de 30 ans n'ont pas tenu le coup. Pourquoi les peupliers sont morts? Parce qu'ils demandent certaines conditions pour vivre. La ressource d'eau doit être suffisante et la terre nourrissante. Sinon, si la nappe phréatique baisse ou l'aridité arrive, ils mourront. Le calcul, qui consistait à privilégier les essences à croissance rapide en espérant une plus grande efficacité, n'était pas le bon.
Ça, c'est le peuplier local qui croît très rapidement, monte haut et bloque les sables qui se dirigent vers Pékin. L'inconvénient, c'est qu'il possède un cycle de vie assez court. C'est pour cela qu'on fait pousser plutôt des pins Changzisong, comme celui-ci. Ils s'adaptent au sable, ont une durée de vie plus longue et retiennent également le sable des tempêtes. C'est une très bonne espèce. Si l'on plante une seule espèce d'arbre, il y a plus de risques de maladies qu'en mélangeant deux espèces différentes. La grande leçon que la Chine a tirée de ses réussites et de ses échecs est qu'il n'existe pas de recette universelle pour contenir le désert. À chaque parcelle, ses essences et ses techniques de plantation. La Grande Muraille Verte ne sera pas un monument monolithique, mais une mosaïque. Allez, dépêchez-vous! Nous ramassons encore des arbres morts qui n'ont pas survécu à l'aridité, à la chaleur et au vent. Les conditions sont très difficiles. Nous avons plusieurs espèces comme Changzisong, le pin sylvestre, Chentao, le pêcher sauvage, et Shaliu, le saule des sables. Shaliu s'adapte le mieux. Ensuite, c'est Chentao. Pour Changzisong, le pin sylvestre, c'est plus compliqué. Le camion-citerne permet un arrosage intensif au moment de la plantation. Mais l'eau est très vite absorbée. La solution, c'est un système de goutte à goutte programmé en plein désert. Nous arrosons ce type de pin une fois par semaine durant la première année. Puis la deuxième année, nous l'arrosons une fois toutes les 2 semaines. Dans cette zone, il y a environ 200 000 pins. Le réseau de goutte à goutte s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est un lourd investissement, mais le résultat est au rendez-vous. Les arbres s'enracinent et la faune revient. Nous attirons les touristes qui participent aussi aux plantations des arbres. Notre but, c'est de faire vivre les gens dans le désert. Pragmatiques, les Chinois exploitent depuis longtemps les qualités ludiques du sable. Ils ont ouvert des centres de divertissement dans des zones où les dunes sont belles et le sable agréable. Les profits de ces parcs contribuent à financer les gigantesques chantiers de verdissement en cours. Le succès a été au rendez-vous. Et ces dernières années, les parcs se sont multipliés dans le désert de Kupuchi et dans d'autres zones dunaires. On estime la clientèle susceptible de consommer ce type de loisirs à 100 millions de personnes. Les jours fériés, la foule se presse pour profiter de chaque attraction. Aujourd'hui, à Kupuchi, un réseau routier traverse de part et d'autre le désert. Un immense complexe hôtelier de luxe a même été installé en son centre. Kupuchi est devenu aujourd'hui un modèle, et pas seulement grâce au tourisme. De riches industriels ont su construire une véritable économie sur du sable. Il faut avoir un bon modèle pour résoudre la désertification. À la suite de ces 27 années de recherche et d'expérience, nous avons trouvé un modèle associant l'écologie, la société et l'économie. L'écologie, c'est la base. La société, c'est la garantie. Et l'économie fournit le moteur. Les Chinois mettent désormais le sable à toutes les sauces. Il est la matière première de nombreux produits utilisés dans le bâtiment. Mais plus surprenant, on s'en sert aussi pour faire pousser des plantes médicinales, comme le goji et le kansao, c'est-à-dire le réglisse chinois, réputé comme élixir de longue vie.
À partir de plantes cultivées sur le sable, on a créé de nouveaux composés alimentaires pour les animaux d'élevage. L'élevage, qui est la ressource principale, sinon unique, des éleveurs mongols, connaît de profonds changements. À l'époque de mes parents, on pouvait laisser les moutons libres dans les steppes toute l'année. Mais pour ma génération, nous devons les laisser dans la steppe uniquement entre les mois de mai et de novembre. Le reste du temps, de décembre à avril, nous les laissons enfermés dans ces enclos pour qu'ils ne mangent pas l'herbe. En mai, lorsque Monkrelale libère enfin ses troupeaux des parcs, où il les tient enfermés tout l'hiver, il ne leur laisse qu'une liberté relative. Avec son 4x4, qui remplace le cheval de ses aïeux, il les empêche de se rapprocher un peu trop près de la barrière d'arbres. Le pâturage incontrôlé est l'une des causes majeures de la désertification. En quelques jours, un troupeau affamé dévore toute la végétation d'une dune verdoyante et la rend au désert. Le gouvernement impose des lois extrêmement contraignantes qui encadrent la divagation des troupeaux. En Mongolie, les arbres isolés incarnent la résistance de la vie face au désert. Les vieux, ceux qui tiennent le coup depuis des centaines d'années, sont appelés arbres de Gengis Khan, en mémoire du légendaire empereur mongol qui aurait été enterré au pied d'un arbre isolé. Ils font l'objet de rites de dévotion. Celui-là serait âgé de plus de 1000 ans. Il est aujourd'hui au cœur d'une zone végétalisée qui n'était que sable il y a quelques années seulement. Cette maison de pasteur a été sauvegardée par M. Wang, président des industriels Lyon, comme témoignage d'un passé révolu. C'était la maison d'un berger du désert de Kubuchi, il y a 20 ans. Il habitait en plein milieu du désert. Nous pouvons imaginer comment il vivait ici. Je suis né aussi dans le désert. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un monde de sable dès ma naissance. Ainsi, je peux comprendre la vie locale de ses habitants. Pourtant, selon l'histoire, pendant la dynastie des Han, il y a 2200 ans, c'était des champs verdoyants ici. Dans le désert de Kubuchi, il y avait environ 10 000 à 20 000 maisons comme celle-ci, sur une superficie de 18 600 km². Nous les avons détruites et les habitants ont déménagé. En Mongolie intérieure, comme dans le Gansu, de nombreuses familles paysannes ont été relogées dans des cités construites récemment. Monsieur Chiang a déménagé lui aussi et se déclare heureux de son nouveau mode de vie. Il est mis en scène dans un spot publicitaire sponsorisé par les industriels Lyon, qui vantent la lutte contre la désertification. Regarde, me voilà. Il s'appelle Chan Chiwa. Les pasteurs aiment l'appeler Chiwa parce qu'ils voient en lui l'espoir. Je suis vraiment très fière de toi. Tu fais un travail très difficile. Chiwan, le prénom de M. Chiang, signifie espoir en chinois. Dans l'imagerie populaire, M. Chiang est devenu le paysan exemplaire, engagé aux côtés des industriels Lyon. Vous êtes célèbre maintenant. On lit là-haut « Le rêve vert de la Chine ». C'est le but de notre entreprise. Notre rêve, c'est de transformer ce désert en oasis.
Nous qui luttons contre le désert, avons confiance pour transformer ce rêve en réalité. Certains dans la communauté scientifique se posent des questions sur l'impact des travaux pharaoniques de végétalisation et se demandent s'il ne serait pas préférable de mettre en œuvre des solutions à échelle plus modeste, plus naturelles en somme. Parallèlement à la défense de masse contre les déserts, les pouvoirs publics chinois mènent également une guerre technique et scientifique. À l'oasis de Chapoto, sur le front de l'Ouest, dans le désert de Tengger, on expérimente des techniques naturelles qui favorisent le développement de substrats dans le sable et dans la pousse des arbres. Il y a 50 ans, nous ne trouvions ici que du sable mobile. Plus tard, nous avons favorisé l'apparition de croûtes de terre pour cultiver les arbres résistants au climat aride. Grâce à elles, le sol est devenu solide et le lichen s'est développé naturellement. Les lichens mettent du temps pour grandir, comme celui-ci, qui a 40 ans. Mais c'est trop long. Pour accélérer le développement des croûtes de sable et du lichen, les scientifiques expérimentent aujourd'hui le recours aux cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des organismes très anciens qui ont contribué à l'expansion des formes actuelles de la vie sur Terre. Cette méthode artificielle pour le développement du lichen est plus rapide que le cycle naturel. Aujourd'hui, il suffit d'1 ou 2 années pour leur croissance. Nous sommes en train d'appliquer cette méthode sur de grandes surfaces. À intervalles réguliers, les scientifiques prélèvent des échantillons de diverses parcelles pour mesurer la vitesse à laquelle les lichens se développent. Les cyanobactéries sont parfaitement adaptées à une multiplication rapide et abondante. Elles se reproduisent sous forme de filaments. Ceux-ci tissent de larges réseaux qui, en créant une croûte solide, fixent le sable. La croûte forme un substrat sur lequel les lichens se développent plus rapidement et s'épanouissent dès qu'ils reçoivent de l'eau. Le lichen contribue fortement au bon développement de l'écosystème. Il a plusieurs fonctions importantes, comme diversifier la biologie. Il offre de bonnes conditions pour les insectes. Au cours de nos études, nous avons observé que le lichen leur servait de ressource alimentaire à certaines périodes de l'année. Au moment de la reproduction, le coléoptère a besoin de beaucoup d'énergie pour introduire son organe reproducteur très allongé et pointu. La femelle creuse un terrier dans le sable pour y pondre ses œufs à l'abri. Ainsi, à travers son cycle de reproduction, le scarabée contribue à l'expansion, à la diversification des cyanobactéries et au développement des lichens, qui sont les fondements de l'écosystème. Nous espérons pouvoir épandre les cyanobactéries par la mécanisation dans les 3 ou 5 années à venir. Par exemple, si les avions ou les véhicules pouvaient semer les cyanobactéries, nous pourrions appliquer cette technique à grande échelle. Avant, ce n'était que du sable mobile derrière moi. Grâce à 60 ans de travail, cet endroit s'est transformé en un bel oasis verdoyant. Cette première expérimentation de biotechnologie en milieu désertique est prometteuse. Grâce à elle, on protège les voies de chemin de fer des sables du désert de Tengger qui envahissaient périodiquement la voie, entravaient le trafic et nécessitaient des travaux de déblaiement constants et très coûteux. Désormais, les trains circulent librement sur des milliers de kilomètres.
beaucoup d'autres recherches sont à mener dans le domaine technique et scientifique. L'aventure n'en est qu'à ses débuts. Si par exemple, on prévoyait le déplacement des dunes, on pourrait construire les voies de communication, les ouvrages d'art, mais aussi les villages, hors de leur trajet. Depuis plusieurs années, une équipe chinoise et une équipe française travaillent ensemble sur cette question dans un site expérimental à quelques dizaines de kilomètres de Shapoto. Donc ici, on va mesurer sur notre site expérimental l'avancée des dunes et le déplacement du sable pour voir quels sont les effets des différents coups de vent sur les différentes structures que l'on a posées sur notre site. C'est très important pour les Chinois de comprendre les mouvements des dunes de sable, parce qu'il y a 60 millions de Chinois qui vivent très proches du désert. Nous devons aider le gouvernement à prévoir les meilleurs emplacements pour les routes, les cités et les barrières pour se protéger du sable. On a pris une portion d'un désert et on l'a aplati afin de construire les conditions initiales à partir desquelles les dunes se développent, se forment et se propagent. Les dunes peuvent se déplacer dans une direction qui n'est pas celle des vents. Et donc d'être capable d'anticiper la direction de propagation des dunes, parce que c'est ça qui va dire quelles sont les zones qui vont être ensablées, qui vont se désertifier. L'équipe franco-chinoise a installé un réseau de caméras qui se déclenche automatiquement plusieurs fois dans la journée sur une longue période. Là, c'est toujours un peu le moment de suspense. Là, on regarde le résultat de 6 mois de travail. On voit très bien que la forme de la dune change avec la plus forte pente qui change de côté, suivant les deux vents. Et on voit aussi l'alternance des saisons, et notamment les périodes d'enneigement ou les périodes de pluie saisonnière qui stabilisent la dune. Filmées sur le long terme, les dunes n'apparaissent plus comme des tas de sable inertes, mais bien comme des ensembles minéraux qui ont une vie propre. Les grains, au lieu d'être individuels, eh bien, ils se collent les uns avec les autres sous l'effet de la pluie. Et donc, ils créent ces comportements collectifs, ces paysages de canyons. Le déplacement du sable produit parfois un son étrange, très musical. Lorsqu'il résonne, on dit que les dunes chantent. Voilà, et tout le long de la phase d'avalanche, on peut comme ça créer de multiples avalanches. Et c'est ça qui fait que la dune se déplace. Dans cet univers d'une aridité effrayante, mortelle, quelques îlots de verdure subsistent, quasi miraculeusement. Là, on est au milieu de cette grande étendue de sable et on voit une zone avec de la végétation. Donc là, il y a vraiment la compétition entre la zone désertique et la zone végétalisée. C'est là que se joue l'avenir de ce désert finalement. Soit c'est les végétaux qui dominent, soit au contraire, c'est les sables qui dominent. Et donc, cette végétation va complètement disparaître. Le vent qui souffle sur le désert de Tengger est sans doute le pire ennemi des plantes. C'est typiquement un vent qui vient du nord-ouest, un vent qui vient de l'intérieur de la Sibérie. Il a une grande dépression qui se propage. Et c'est le vent qui est responsable des tempêtes de poussière qui vont sur Pékin. Les capteurs en bas, là, ils servent à mesurer le vent très fréquemment, toutes les millisecondes. Alors que les capteurs qui sont au-dessus, là, avec les coupelles, eux, ils mesurent seulement toutes les secondes. On a posé la boîte avec l'enregistreur de données il y a moins d'1 heure. Elle s'est affaissée très rapidement parce qu'il y a une énorme quantité de sable qui a été emportée par le vent.
Les scientifiques chinois n'imaginaient pas que les dunes étaient de ce type. Et finalement, on a réussi à montrer qu'il s'agissait de dunes obliques qui forment un angle entre 75 et 15 degrés avec le vent moyen. Maintenant, on est capable de comprendre la vitesse avec laquelle les dunes se déplacent et la direction vers laquelle elles se déplacent. Nos études nous ont permis de confirmer que ce désert, le désert du Tanger, est un véritable réservoir de sable, que ce réservoir a tendance à augmenter et que donc ce désert a tendance à s'étendre. Les tempêtes qui accablent Pékin ne déposent pas que du sable sur la ville. Elles apportent avec elles un autre fléau, beaucoup plus sournois. C'est le sel. Le lac de Chagano, en Mongolie intérieure, se trouve à plus de 500 km de Pékin. Ces eaux sont devenues si salées que les poissons naguère abondants ont disparu jusqu'au dernier. Plus aucun bateau n'y navigue. Avant ici, on ne trouvait que de l'eau. Le lac a perdu combien? La profondeur du lac était d'une dizaine de mètres. Il a beaucoup perdu en surface? Il a diminué d'environ 40 à 50 km². Il a beaucoup diminué. Oui, à cause du climat très sec. Là, c'est un bateau qui était sur le lac. Mais désormais, comme ce lac s'est asséché, le bateau s'est enfoncé et on ne peut plus le sortir. Les sols, découverts par l'assèchement, sont travaillés par les vents qui soufflent sans cesse. Nous faisons quelques prélèvements de pH. À ton avis, ce sera combien? Ah, très alcalin, aux environs de 10. Les sédiments, autrement dit les boues mêlées de sel, produisent des poussières extrêmement fines qui s'envolent facilement et sont portées par le vent sur de très longues distances. Les pompages excessifs ont asséché plus d'un lac salé, notamment en Mongolie intérieure. Monsieur Chen est persuadé que la mise à nu d'immenses surfaces saturées de sel est une nouvelle source de tempête. De retour à Pékin, il récupère de la poussière sur les véhicules qui sont restés dans la rue lors du dernier coup de vent. Ce sont des poussières qui étaient sur ma voiture. Nous ramassons ces poussières pour savoir si elles proviennent des déserts de Mongolie intérieure, de Tanger ou de Badan Jaya. Leurs différentes provenances apparaissent clairement. Selon nos résultats, les prélèvements faits au lac Salé et à Pékin sont similaires. Lorsque le vent souffle sur le lac Salé, il filtre les poussières du sol. La plus fine, la poussière de sel, va voler au-dessus des barrières d'arbres et rester en l'air. La plus épaisse restera au sol et formera le sable des déserts. Nous avons pris beaucoup de mesures pour lutter contre les poussières des tempêtes de sable et nous avons eu beaucoup de réussites. En revanche, nous avons fait peu d'actions contre les poussières des lacs salés. Depuis quelques années, avec l'appui des autorités locales, Chen a engagé une expérimentation originale au lac de Chagano. Vous suivrez l'autre tracteur en gardant une distance de 5 à 10 mètres. Et après, vous ferez un tour en restant à l'extérieur. Nous sommes en train de semer des graines de Tianpang. Cette plante peut réduire la quantité des poussières dans l'air pour améliorer l'environnement de Pékin et des villes du nord de la Chine. Le Tianpang est une plante qui pousse principalement en Asie. Elle développe rapidement de multiples bulbes sur les sols chargés en sel.
Tiangpang est une plante qui supporte la salinité des terres du lac salé. Et une fois développée, elle empêchera les poussières de s'envoler en créant un filet végétal. Au fil de sa croissance, le Tiangpang se colore d'un beau rouge. Grâce aux plantations des années précédentes, M. Tian estime avoir réduit de moitié les particules de sédiments emportées par le vent du lac de Chagano. De plus, le Tiangpang est comestible. Si on le récoltait, les recettes qu'on tirerait de sa vente réduiraient considérablement les coûts des plantations. Pour l'instant, on planifie la mise en pratique de cette méthode et dans d'autres endroits. Tout d'abord en Mongolie intérieure, puis nous irons vers l'ouest. Aujourd'hui, l'État est en train de valider son application à grande échelle. La guerre contre le dragon jaune est encore loin d'être gagnée. Elle nécessite la mobilisation de moyens financiers considérables pour édifier la Grande Muraille Verte dans les nombreuses zones qui alimentent les tempêtes. Et elle prendra beaucoup de temps. Mais un nouveau facteur risque encore de lui compliquer la tâche. On sait désormais que le dérèglement climatique se traduit par l'aggravation des catastrophes naturelles. La zone jaune indique le mouvement de la tempête de sable du 15 avril 2015. C'est une intensité que nous n'avions plus vue à Pékin depuis 10 ans. La désertification existe seulement dans certaines régions de la Chine. Mais ses conséquences pourraient devenir mondiales. Les poussières de sable et de sel arrachées au désert et au lac asséché de Chine gagnent les vents d'altitude et retombent en Corée, au Japon et même aux États-Unis. Ainsi, le problème de la Chine devient l'affaire de tous.